Salut tout le monde, merci beaucoup de regarder la vidéo. On est ici pour une nouvelle interview d'auteur et on est avec Margot Dessen. Salut Margot. Oui. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler un petit peu de ton travail d'écrivaine et de tes projets en cours, de ce que tu fais et tout. Merci, c'est super cool d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée surtout. C'était avec grand plaisir. Donc, ouais, je suis très contente d'être ici. Super, merci beaucoup. Du coup, si ça te dérange pas, on va commencer par des petites questions très simples. Donc, t'écris, on peut te voir. Je mettrai dans les descriptions tes réseaux tout à l'heure, on en parlera plus tard. Mais donc là, t'écris un roman. Est-ce que c'est ton premier roman? Techniquement, oui, parce que j'ai fait énormément de nouvelles plus tôt dans ma vie. J'ai commencé au moins une bonne centaine de romans et ce roman-ci, j'en Centaine. ai Est-ce que écrit. t'exagères en disant une centaine ou pas? J'exagère un peu, mais au moins une bonne cinquantaine par contre, sans Ah, exagération. ah oui, ok, pas mal donc. Ok. Oui, mais que je n'avais jamais réussi à avancer au-delà du chapitre 5. Et il se trouve, Ok. ouais, c'était mon maximum. Et il se trouve qu'il y a 3 ans, quand j'ai eu l'idée de mon roman, je me suis dit que c'était tellement cool, enfin moi je trouvais ça tellement cool que je ne pouvais pas me lancer comme ça, comme je faisais d'habitude. Et c'est là, il y a 3 ans, que je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à terminer un roman parce que j'étais une auteure architecte et que ça faisait 10 ans que j'essayais d'écrire comme une auteure jardinière, tout La simplement. révélation. Et voilà, c'était révélation. Donc effectivement, oui, c'est mon premier roman. Parce que ce n'est pas mon métier de tous les jours. Je suis étudiante, Mhm. j'ai une vie qui fait que je fais plein d'autres choses à côté et j'ai des temps d'écriture qui sont très longs. Donc oui, pour le coup, c'est juste mon premier roman. D'accord. T'es étudiante en quoi? En communication, là, je viens de faire ma licence en gestion, droit, économie et je pars en master en marketing et relations clients. Génial. Ouais. Trop cool. Et quand tu dis que tu mets longtemps à écrire, ça veut dire qu'il te faut des grosses sessions ou que tu mets du temps à commencer à écrire? Je mets du temps à commencer à écrire parce que j'ai des longs moments de réflexion. Heu, on va dire que je ne me lance pas dans l'écriture elle-même du roman, qui, elle, peut être très rapide selon, en fait, le temps que j'y accorde, Hmm. tant que je n'ai pas toutes les bases de mon univers, toutes les bases de mon scénario, mes personnages. En fait, c'est ce temps de préparation qui est chez moi très, très long et qui fait que, bah, même pour écrire une nouvelle, je mets du temps parce que j'ai besoin de placer toutes les choses avant même de me lancer à écrire dans l'écriture. Ok, d'accord. Et est-ce que c'est ça l'élément qui faisait que tu bloquais du coup pour tes projets d'avant au chapitre 5? En fait, c'est parce que je ne préparais rien que je bloquais au chapitre 5 et qu'effectivement j'ai des enfin là tu les vois pas, mais j'ai une pile de carnets que je garde par pure nostalgie où j'ai commencé des histoires à l'intérieur. J'avais juste un petit résumé comme beaucoup d'auteurs à mon avis jardiniers font et Mhm. puis je me lançais dans l'écriture et effectivement j'écrivais 1 chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres avec simplement l'idée de base que j'avais en tête et ma limite, c'était souvent 5 chapitres. Après, je ne savais plus où j'allais. Tout simplement parce que je ne triais pas mes idées et que dès que j'avais une idée, j'écrivais et que je ne prenais pas le temps en fait de travailler l'idée pour savoir si elle avait du potentiel, où est-ce que je devais aller. C'est quelque chose que beaucoup d'auteurs arrivent à faire, écrire une Ouais. histoire sans rien Mhm. programmer. Et franchement, moi, je les admire parce que j'en suis totalement incapable. Ouais, moi non plus. Euh, je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Je ne fonctionne pas comme ça. Et quand j'ai commencé à écrire, donc j'avais 10 ans, il y avait rien sur internet pour m'indiquer les méthodes d'écriture. Ouais. J'étais un peu livrée à moi-même et j'ai appris, sur le tas et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à me rendre compte que j'avais besoin de méthode et que j'avais besoin de planifier parce qu'on me l'avait jamais dit que c'était possible de Mhm. planifier, je crois, tout simplement. Ah ouais. Et c'est quoi qui a été le déclic pour te rendre compte qu'en fait, la façon dont tu as abordé la création de ton univers et l'écriture n'était pas la bonne, enfin en tout cas ne te correspondait pas à toi? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Je crois que c'était juste, le roman que j'écris actuellement qui a été un déclic en soi. Il n'y a pas eu de moment phare où je me suis dit: «Ah, je suis une auteure architecte». Mmh. En fait, même ce mot auteur architecte, je l'ai découvert il y a quoi? 1 an et demi et ça fait 3 ans Oui. que je travaille mon roman. Mmh. Tout simplement parce que je crois que c'est parce que l'idée de mon roman actuel est tellement grosse et impliquait tellement de choses, de personnages, de lieux, Mmh. que j'ai pris peur et je me suis dit: «Je peux pas me lancer comme ça, c'est impossible, OK. je ne peux pas y arriver» et naturellement, j'ai commencé à regarder
pour créer des fiches personnages. J'ai encore d'ailleurs le carnet sur lequel j'ai commencé à écrire. J'avais pas regardé de vidéos, j'avais pas regardé de manière de faire, de méthodes. Je connaissais pas les méthodes flocons de neige ou ce genre de choses. Non, j'étais juste avec moi, mon carnet, et je me disais, ok, je peux pas me lancer, c'est impossible. Je n'y arriverai pas de toute façon si je me lance comme ça. L'univers est trop important et je ne connais rien actuellement dessus. Il faut que je le travaille. Je crois que c'était plus pas comme ça un moment de déclic, mais plus une idée qui est arrivée au fur et à mesure que je commençais à apercevoir ce roman qui arrivait. Et je me suis rendu compte que de toute façon, je n'aurais pas le choix, qu'il fallait que je fasse des planifications. Ok, donc c'était du coup très instinctif finalement comme réflexion. D'accord. Ouais, plutôt oui. Ouais, non, c'est balèze d'y arriver parce que, enfin, en tout cas pour moi, il m'a fallu être confronté à des lectures qui indiquaient donc, des méthodes pour ça. C'est balèze d'y arriver du coup instinctivement à cette conclusion. Bah, je sais pas, je crois que après avoir échoué sur tant de livres, je crois que je tenais tellement à cette idée que j'avais pas envie de la perdre et d'échouer aussi sur celle-ci. Et c'est drôle, c'est parce que tu vois, j'écris depuis que je suis assez jeune quand même. Et donc, Mhm. il y a eu beaucoup de romans que j'avais imaginés qui sont très mauvais, il faut le dire. Et vas-y. T'écris depuis quel âge, juste pour avoir un repère? J'ai commencé à vouloir écrire des romans à 10 ans. Mais j'ai toujours lu, vraiment. Genre, j'ai vraiment toujours lu depuis qu'on a pu me mettre un livre dans les mains, je lis. Ok. Et j'ai toujours écrit de la poésie, même si c'était très enfantin, mais j'ai toujours été très attirée par l'écriture et la lecture. Et je sais pas, à 10 ans, on m'a placé un cahier et un stylo dans la main et j'ai commencé à vouloir écrire un roman. Très, très nul d'ailleurs, mais j'ai toujours des notes dessus. Mais non, Bien. effectivement, voilà. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'idées d'histoire. Et quand celle-là est venue, je me suis dit que c'était la première histoire où j'avais vraiment, vraiment envie qu'elle marche et que je Mm. ferais tout pour qu'elle marche parce que je la trouvais importante. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si chaque auteur avait une première histoire qu'il devait vraiment écrire. Et moi, je venais de trouver la mienne et je me suis rendu compte que ce serait celle-là et aucune autre. Et Mm. qu'il fallait vraiment que je l'écrive d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est beau ça. Et donc l'idée t'est venue comment pour ce roman-là? En plein cours de physique-chimie. Super, c'est très inspirant ça. Oui, bah, il faut dire que bah, moi, j'ai fait une terminale S Ok. parce qu'on m'a dit que je pouvais faire toutes les terminales que je voulais et ma licence ne demandait pas de terminale particulière, donc j'ai suivi mes amis tout simplement parce Ouais. que bah, j'en avais la possibilité. Et je suis partie en spé physique-chimie parce, Stylé. parce que j'étais bonne en maths, mais pas assez pour être en spé maths et le SVT, c'était une mauvaise idée. Donc Mm. voilà, donc me voilà dans cette physique-chimie qui est assez simple comme spécialité. Enfin, aujourd'hui, ça n'existe plus avec les nouveaux Mm. bacs. Et je m'ennuie en cours parce que clairement, je savais que je voulais partir en communication. Et donc, tous les cours que je faisais au lycée ne me Ouais. servaient à rien par rapport à ma licence. Oui, ça c'était une étape à passer. Il fallait passer le bac pour passer ta licence, quoi. Exactement. Donc, pour le coup, je m'ennuyais souvent en cours au lycée. Mhm. Et en physique-chimie, je notais tout sur des calepins. Tu peux retirer les feuilles parce que bah, voilà, c'était plus facile pour moi que d'avoir un cahier. J'aimais pas trop ça. Et à un moment donné, en plein moment d'ennui, je sais pas, j'ai commencé à me poser des questions comme je le fais souvent quand j'imagine une histoire. Ça faisait quelques temps que j'avais abandonné la dernière idée de roman et que je faisais que d'écriture de nouvelles. Et là, j'ai commencé à me poser des questions qui commençaient par et si. Et le et si, je trouve que c'est très inspirant parce que tu poses une petite condition très large et après, c'est à toi de partir. Et donc, me voilà en plein cours à faire des schémas, à écrire un résumé. Personnage principal féminin qui, 3 jours après, est devenu masculin, il faut le dire. Je me suis rendu compte que c'était un mec. Et, et j'ai écrit un premier chapitre. Le tout premier est le même que j'ai écrit il y a 3 ans, à peu de choses près. Et c'était cette scène-là qui m'est venue en tête. Cette scène du noir, du silence, d'être enfermé quelque part et d'aller vers quelque part. C'était ça que j'avais en tête. Et cette base a été gardée. J'ai montré ça à ma sœur le soir. Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a pointé du doigt, elle m'a dit si t'écris pas ce roman, je te frappe. Et donc, du coup, me voilà. Sous la menace. Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Donc c'est toujours le même sur lequel tu bosses maintenant. Ok. Oui. Et tu peux nous en parler un petit peu de ce projet-là?
Ou c'est top secret? C'est un peu top secret, mais qu'est-ce que je peux dire? Ce serait compliqué à expliquer parce que, bah, c'est de la science-fiction. C'est même plutôt dans le genre de la SSF SFFF. SFFF. Ouais, il y a beaucoup de F donc Ouais, oui, c'est plutôt dans ce genre-là, même si c'est beaucoup plus tourné vers la science-fiction, la dystopie. ok. Alors, comment en parler simplement, sans dévoiler l'histoire? Sans nous spoil. Ouais, sans spoil, sinon ce serait pas drôle. Mmh, disons que les questions que je me suis posées, on va partir des questions parce que justement c'était sympa. Et si, l'homme créait l'arme la plus puissante jamais existée sur terre? Ok, Et si cette arme se retournait contre eux? ok, Et si il fallait maintenant sacrifier des générations entières pour réparer cette erreur? Ouais, ok. je suis partie sur ces 3 questions-là et Ça c'est les questions que tu as eues à ton cours de physique-chimie. oui, c'est ça. Je suis Balèze. partie sur ces 3 questions-là Ok. et l'histoire en a découlé. Je pense que je pourrais difficilement en dire plus, peut-être simplement dire que les thèmes abordés, c'est, le transhumanisme, par exemple, donc Mhm. l'évolution de l'homme, l'humanité. La question d'humanité est très, très importante, dans tous mes tomes qui vont paraître, que je vais écrire et oui, c'est une question qui me touchait beaucoup et que j'aime bien aborder, cette question de: à quel moment est-on encore humain? Et à quel moment on se rapproche plus d'une machine, d'une arme? Et je trouvais qu'il y avait plein de manières de l'aborder cette question et j'avais déjà commencé à y réfléchir dans le roman précédent que j'avais imaginé. Et c'est comme si ça avait été un premier travail de réflexion qui était à point pour le roman que j'écris actuellement, si tu vois ce que Ok. je veux dire? Je vois complètement ce que tu veux dire, c'est super intéressant. Et Ouais. donc, est-ce que tu intègres cette réflexion dans ton roman ou est-ce que c'est des notions que toi tu assimiles en tant qu'écrivaine, mais dont tu parles pas forcément dans ton bouquin? Les 2. Les Ouais. 2. J'ai assimilé beaucoup d'articles sur le sujet et après moi, je fais mon travail d'auteur. J'extrapole au plus possible. C'est ce que font souvent les auteurs de science-fiction, c'est qu'ils partent d'un concept dont on parle actuellement et ils vont tout au bout de ce concept. Moi, c'est ce que je préfère faire, c'est-à-dire que potentiellement, ce que j'écris pourrait arriver. Mais alors, il y a une toute petite part de possibilité parce que je vais quand même totalement au bout de mon idée et c'est presque impossible, j'ai envie de dire. C'est presque un futur impossible et Ouais. c'est cette part de possibilité qui est intéressante. Cette toute Hmm. petite part où tu te dis: «Quand même, si on fait certains choix, si on prend certaines décisions, potentiellement, un jour, on pourra arriver à ça» et Hmm. c'est ça que je trouve super intéressant dans la science-fiction. Ouais, clairement. Oui, c'est ça. Et puis c'est ça la différence même entre science-fiction et fantasy, du coup, c'est que la science-fiction, en fait, ce sont des éléments aussi improbables que ça puisse être, qui sont potentiellement arrivables. Ils vont peut-être arriver, quoi. Oui, c'est Peut-être ça. une proportion plus ou moins large, mais ça reste du champ du possible. Alors qu'a priori, des licornes avec des ailes en feu, il y a moins de chances. Mais comment tu as su que j'avais ça dans mon roman, bordel? Parce que j'ai vu, j'ai vu. Ah! Oh là là, tu tout spoilé. Ah, je sais. Ben, j'ai coupé ça. Mais du coup, c'est ça, c'est super intéressant comme réflexion. Il y a l'article d'un sociologue américain, c'est même les robots rêvent de moutons électriques. Est-ce que tu connais ça? Oui, je ne l'ai pas encore lu, Ok. mais oui, j'en ai entendu parler et il est, dans ma liste de mes envies. Pour te dire, j'ai toute une pile là de livres de science-fiction de base que je trouve très intéressants. Dans le même genre, il y a aussi dans le même genre, totalement différent, mais super intéressant à lire, c'est par exemple, Des fleurs pour Algernon aussi, Ouais, sur, l'intelligence humaine ouais. et l'évolution de l'homme pour le coup. Mm, mm. Ça, c'était très intéressant. Je dois lire aussi, Le rêve de machine Ah, qui me paraît je connais pas ça. très important. Bah, pour le coup, c'est aussi un classique. Hem, il y a aussi, j'étais en train de lire, mais malheureusement, il est resté dans mon appartement à Lille, parce que, bah, voilà, je suis rentrée chez mes parents, pour, cause de crise sanitaire. Et bien, j'étais en train de lire, Le meilleur des mondes et pour le coup, on parle vraiment de transhumanisme dans Le Ouais, meilleur des ouais, ouais, mondes, ouais, ouais. c'est vraiment la base de ce roman et je crois que c'est l'un des tout premiers romans à en parler vraiment du transhumanisme et c'est très bien fait. Ouais, ouais. C'est génial parce que c'est très d'actualité comme thématique. Ouais. Oui, parce que, par exemple,
j'aime bien inventer des choses, tu vois, dans mes romans. Et là, pour le coup, mon univers me permet d'inventer plein d'objets. Ah oui, oui. Et par exemple, j'ai inventé des choses qui remplacent les lunettes ou des nouveaux moyens de transport. Et une chose que j'ai bien aimé intégrer, ce sont les puces cérébrales. Et, et ça, c'est quelque chose qui va arriver, tu vois. Quand tu lis énormément d'articles sur les intelligences, le futur de l'école, ce genre de choses. Moi, j'avais lu aussi un roman sur ça, sur la guerre des intelligences, sur comment l'intelligence artificielle va s'intégrer à l'école et à l'éducation. Et c'était Mhm. très intéressant. Eh bien, en fait, tu te rends compte que notre société va évoluer d'une certaine manière dont aujourd'hui on ne peut même pas imaginer. Ouais, On va ça. pouvoir choisir comment va être notre bébé, où on va Ouais. pouvoir changer nos caractéristiques physiques directement dans notre génome, où on va être connectés les uns aux autres, où finalement notre téléphone, il sera dans notre cerveau et on ne pourra plus jamais se déconnecter. C'est plein de notions qui sont tellement possibles, tellement réalisables dans un futur plus ou moins proche, que j'adore explorer et qui sont presque effrayantes en fait. Et Ouais. pourtant, c'est potentiellement notre demain et donc c'est ça qui est très intéressant. C'est intéressant, ouais, c'est ça. Et en fait, tu as clairement énormément de matière, alors du coup, que tu fais évoluer, et du coup, avec ton imagination, donc en fait, tu le fais prendre une direction, la direction que tu veux au final. Mais c'est pas non plus des choses impossibles, quoi. C'est ça qui est C'est génial. ça. Trop bien. Bah, quand tu lis 1984, tu te rends compte qu'ils étaient très très proches de notre réalité aujourd'hui. Ouais, clairement, ouais. Ouais, c'est Même ça. si, c'est pas il y a énormément de choses qui sont différentes, mais le but, à mon avis, des auteurs de science-fiction, c'est de créer quelque chose de possible Mmh. et malheureusement, leur grande frayeur, c'est d'avoir trouvé la chose possible qui va réellement se réaliser Mmh. et c'est ça qui est effrayant, c'est de se dire que, potentiellement, les auteurs peuvent voir l'avenir d'une manière ou d'une autre. Je Mais sais c'est pas comment ça. dire. Non, mais Ouais, c'est ça. ça, c'est exactement ça, je pense. C'est ça, parce qu'en fait, c'est une critique parfois ou une dénonciation d'une dérive de la société, et le fait de le mettre à l'écrit, c'est pour l'auteur une façon de le souligner, quoi. C'est pas de l'encourager, surtout pas, je pense, en plus. Et Oui, c'est le fait qu'en fait, ça, c'est une dérive de notre monde. Et globalement, si on continue par là, ben, ça pourrait se passer, ça. Donc, je pense que globalement, ouais, il croise les doigts pour que ça arrive pas, je pense. ouais, c'est ça, c'est faut que ça n'arrive que dans mon roman, comme ça, au Ouais, c'est moins, on ça. sera tranquille. Bah ouais, c'est ça. Ok. Non, c'est super riche, ça va être intéressant comme sujet. Ouais, je pense que ça peut être sympa. J'espère que ça plaira, mais en tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à l'écrire et puis c'est romancé, genre c'est pas un texte comme moi j'ai lu justement, j'ai lu beaucoup d'articles scientifiques, mais Ouais. c'est pas un roman scientifique. C'est quelque chose qui est très romancé, où j'extrapole le tout pour qu'on ait presque l'impression qu'effectivement ce soit pas possible et avec de l'aventure, des péripéties, bref, c'est pas quelque chose de purement scientifique avec bon voilà, j'ai lu des articles et je pense que moi il va se passer ça, ça, ça et ça et Oui, ça. c'est ça. Ça, c'est pas intéressant à lire malheureusement. C'est ça, c'est un peu aride, quoi. Ouais. Ok. Et t'en es où là de ton écriture? Alors, je suis en pleine réécriture là actuellement. Je vais bientôt Fun. pouvoir envoyer à mes bêta lectrices, donc ça c'est cool. T'en as combien de bêta lectrices? 3, Ok. ouais, bah, tu les connais? Ah, Enfin, ok. il y a ma sœur, elle, tu la connais pas, mais par contre, il y a Justine Savy et il y a Maï. Ah, ok. Mmh. Cool. Donc pour le coup, on est nos auto-bêta-lectrices comme ça au Ouais. moins, ça permet de s'entraider et que ce soit un échange équivalent sympa. Oui, c'est ça. Mais ouais, donc ouais, bientôt on va pouvoir la renvoyer. Trop bien. T'es pressé? Oui, parce que j'avais fait lire les premiers chapitres à ma sœur et ma sœur, par exemple, elle connaît toute mon histoire, mes 4 tomes, mes fins, elle connaît presque aussi bien mes personnages que moi parce qu'on en discute beaucoup. Mais elle a pas lu et c'est cette lecture qui va être importante de savoir si la lecture en elle-même me plaît. C'est ça. Parce que l'histoire peut être bien résumée, bien pitchée. Après, reste à voir comment elle est écrite, quoi. Ouais, parce que si après ils aiment pas mon écriture, je vendrai ça à un scénariste et puis voilà, on est bon. T'es tranquille. C'est cool. Et t'en es où de la réécriture? T'es à quelle étape? Heu, Là, je viens de commencer il y a 3 jours, hein, la réécriture, donc tranquille. Mais j'en suis au chapitre 7 sur 45 Ok. Ah, et j'ai t'avances vite? fait ouais, j'essaye de faire 2 chapitres par jour. Ok. Donc Efficace. ça oui, c'est un rythme efficace, Ouais. mais ça me permet en fait, j'ai envie de terminer cette réécriture avant le mois de juin. C'est mon petit défi personnel, donc je vais essayer de le faire.
Mais ouais, et j'ai aussi, 10 journaux de bord qui sont intégrés dans mon roman et j'en suis déjà au deuxième sur 10, donc ils arrivent au fur et à mesure. Ouais, Ouais, j'avance comme ça. OK, c'est cool, c'est bien organisé et j'ai vu que sur ton compte Instagram que tu avais laissé ton roman 1 mois et demi avant Ouais, de réécrire? ouais, Comment grosse ça se fait partie. que comment ça se fait que tu l'aies laissé autant? Parce qu'il y en a qui considèrent que c'est beaucoup 1 mois et demi. Il y en a qui laissent une Et il y semaine, en a une qui considèrent que c'est très, très peu d'ailleurs. ah bon? OK, Oui. En fait, tu vois, j'ai commencé à écrire mon roman il y a 1 an, en janvier 2019. OK. J'ai écrit 15 premiers chapitres de janvier, allez, peut-être mars ou avril, puis 15 autres pendant le NaNoWriMo et les derniers, je les ai écrits en janvier jusque, le 13 mars, justement, parce que j'avais filmé une vidéo où je terminais mon roman en direct et hem et donc je m'étais dit: «Bah, ça fait 1 an que tu as écrit tes 15 premiers chapitres, tu les reconnais plus et même ça fait Mmh, plusieurs mois que tu as écrit les 15 suivants, potentiellement tu vas pouvoir recommencer la relecture et la réécriture très rapidement». Voilà ce que je me disais OK. et j'en ai parlé en story Instagram et il y a une bonne dizaine de personnes qui sont venues me dire: «Non Margot, attends, c'est pas possible, arrête, laisse un peu de temps». Et donc dans ma tête, j'allais tenir une semaine, et après j'allais me replonger dedans et donc j'ai tenu une semaine. Puis au bout d'une semaine, je me suis dit: «Bon, on va essayer de tenir une deuxième semaine» et durant cette deuxième semaine, j'ai retravaillé toutes mes fiches personnages et j'ai fait: «Bon, on va peut-être attendre une troisième semaine» et durant cette troisième semaine, j'ai retravaillé toute ma genèse et j'ai découvert des choses sur mon personnage principal que j'ignorais totalement, qui sont pourtant essentielles par rapport à sa personnalité. En fait, c'était comme si, j'avais le puzzle sous les yeux, puis je baissais la tête et je me rendais compte que sous mon lit, il y avait des pièces OK, ouais. et Mmh. que ces pièces-là étaient au milieu de mon puzzle, qu'elles étaient essentielles, qu'elles avaient toujours été là, mais juste que je les voyais pas. Mmh mh. Et en plus, quand je les ai trouvées, je me suis rendu compte elles s'emboîtaient parfaitement avec le reste de mon histoire et qu'elles étaient logiques, qu'elles créaient un tableau d'ensemble. Et donc ça, c'était ma troisième semaine. Quatrième semaine, j'ai commencé à faire mes post-it qui sont juste là, avec toutes les choses que j'avais en tête sans avoir relu mon manuscrit et qu'il fallait que je modifie. Parce que ma lenteur d'écriture sur mes 30 premiers chapitres, enfin surtout sur mes 15, était due au fait que je revenais tout le temps en arrière pour corriger. Et, heu et quand j'ai fait NaNoWriMo, j'ai bien été obligée d'avancer sans me retourner et j'ai terminé mon roman en faisant ça aussi. Mais j'avais quand même en tête les choses que je devais modifier, donc j'ai fait ça et au bout d'un mois, je me suis retrouvée dans cette situation où j'avais peur de rouvrir mon manuscrit OK. Chose que tu et pensais pas possible finalement, au début? ouais et j'avais peur de le rouvrir, de me dire que c'était peut-être trop tôt et que peut-être que je devais encore attendre encore un peu. J'avais peur de le rouvrir et de me dire: «OK, il y a trop de choses à corriger» et que ça allait me déprimer. J'avais peur de rouvrir et de me dire: «J'aime pas ce que je lis» Mmh. et donc je me suis lancée au bout d'un mois et une semaine en me disant: «Tant pis, il faut bien que tu te lances» et même si j'ai énormément de maladresses ou de fautes dans mon premier manuscrit, ce qui est normal, un Mmh. premier jet est un brouillon. Bien sûr. Beaucoup de participes présents aussi, mais C'est pas mal ça. ouais et malgré tout, j'étais rassurée de voir que c'était toujours mon roman, qu'il avait pas bougé en 1 mois et demi et qu'il y avait du boulot. Donc ce boulot était faisable parce que j'avais déjà travaillé énormément, le roman en amont et toute cette partie de mise à distance pendant ce mois m'a pas permis de mettre de la distance, moi, en tant qu'auteur et de me dire: «Mon travail est pas bon». Ça, je l'avais déjà. Mais ça m'a permis de laisser mon cerveau imaginer comment améliorer. Je savais qu'il y avait des choses à améliorer, je savais que c'était qu'un brouillon, mais je ne savais pas comment. Et ce mois et une semaine m'a permis de trouver comment. Donc OK. voilà. Donc en fait, Je finalement, tu pardon, vas-y. Non, vas-y, t'inquiète. Non, mais c'était juste que je voulais souligner le fait que plus tu attendais, plus tu avais des idées qui te permettaient d'enrichir finalement ton histoire. Et que c'est des choses ou des éléments que tu aurais pas pu avoir ou les pièces du puzzle sous le lit que tu aurais pas vues sans cette patience finalement. Oui, hem, tu vois, moi, je suis quelqu'un de très, très patiente. Je crois OK. que si on devait me décrire en un mot, je crois que ce serait mon mot, c'est vraiment patiente.
et j'ai utilisé cette patience à bon escient. Après, je pense que ce temps d'attente varie en fonction des personnes, Mmh. réellement, et que peut-être, pour les romans qui ont un univers plus petit, tout simplement parce que c'est pas le même genre littéraire Mmh. et qu'il y a moins de choses peut-être à retravailler sur ce point-là et qu'il y a peut-être plus de choses à retravailler vers les personnages, 2 semaines vont suffire. Mmh mh. Peut-être qu'il y a des auteurs qui vont vraiment avoir besoin de faire une coupure parce qu'ils se sentent trop proches de leur texte et il faudra peut-être attendre 2 ou 3 mois. Je dirais qu'il faut redémarrer quand on se sent prêt Mmh. et quand on a fait suffisamment le tour de son roman dans sa tête ou alors suffisamment éloigné son roman de sa tête pour se dire que c'est bon, c'est le moment. J'ai potentiellement toutes les pièces du puzzle devant moi. Peut-être que la relecture va me permettre d'en retrouver d'autres. Et elle m'a permis d'en retrouver d'autres et de réimaginer des choses encore une fois au moment de lire le manuscrit en lui-même. Ouais. Et oui, je crois que ça dépend vraiment des gens, tout simplement. Mais c'est important quand même. C'est pas une étape à sauter. Et on peut pas terminer son roman le vendredi et le relire à partir du samedi parce qu'on est trop dedans, tout Mmh. simplement, Oui, et c'est qu'on clair. n'a pas eu cette prise de recul qui est importante. Oui, c'est important pour ne serait-ce que pour la relecture, hem, si alors du coup, effectivement, le temps varie en fonction du style, en fonction des personnes et cetera, bien sûr, mais il faut au moins une petite période pour pouvoir avoir du recul quand on va lire. Sinon, en fait, on va le lire comme l'écrivain et pas comme un lecteur et il faut avoir un œil neuf dessus pour se rendre compte des trucs qui clochent ou qui sont pas cohérents ou qui sont pas clairs, qui pour nous le sont parce qu'on a l'histoire dans notre tête. Nous, elle est limpide, mais peut-être qu'on l'exprime pas de la bonne façon ou d'une Bah, façon qui n'est pas claire ou d'une façon maladroite ou peu importe, c'est quoi le style. bah, tu vois, justement, je te disais que j'avais inventé des objets. Ouais, Eh bien, je me suis rendu compte qu'en me mettant dans la peau d'une lectrice qui n'aimait pas d'ailleurs ce qu'elle lisait, j'étais carrément dans sa peau. c'est pas Eh mal. bien, je me rendais compte qu'il y a des fois, je donnais le mot d'une invention que je faisais, mais je l'avais pas encore expliqué. Ah, Et donc, du coup, je faisais des commentaires sur le côté en mode, bon, moi, en tant que simple lectrice, j'aimerais avoir des explications un peu plus claires pour ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on est tellement dans son univers qu'on se rend pas compte des fois qu'on n'explique pas très bien les choses. bah oui, c'est ça, parce que nous, on sait ce que c'est. Tu as inventé je sais pas quoi, tu le mets dedans, bah, en fait, toi, tu sais, c'est très clair, tu as pensé au concept et cetera. Mais oui, c'est ça. Pour toi, c'est limpide, pas pour le lecteur. Il faut se mettre en position de lecteur parfois, juste pour la relecture, quoi. Et ce recul-là, il est nécessaire, comme tu dis. Totalement. Mmh. Super intéressant. D'accord, donc tu es en réécriture. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de parce que là, tu nous as parlé de ta façon de faire post-écriture. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta méthodologie et des systèmes que tu suis? Tu nous as dit que tu étais architecte, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont tu fonctionnes, ou dont tu as fonctionné pour l'écriture de ce roman-là? Hem, oui, bien sûr. En fait, je commence toujours mes histoires par un carnet et ça s'est vérifié encore ici. Et même Mmh. pour ma réécriture, j'ai utilisé mon carnet parce que je trouve que le fait de griffonner les mots, c'est comment dire? C'est moins officiel que de les taper à l'ordinateur. Ouais. Mmh. Et ça a quelque chose de très personnel et on ouvre son univers qui est en train de le travailler, on le referme quand les gens sont là. C'est mon avis qui est plutôt personnel. Je suis une fan des carnets pour ça. Quand je commence une histoire, j'ai souvent l'univers qui vient en premier et le personnage principal. Les 2 choses pour moi sont indissociables. C'est un personnage qui évolue dans un univers et donc je travaille les 2 en même temps. Puis après je me rends compte que ce personnage est entouré d'autres personnages, donc je commence à l'imaginer. Une méthode qui a très bien marché pour moi, c'était la méthode Flocon-Neige. Donc démarrer d'une phrase, puis après faire en sorte d'avoir 5 phrases, puis que chaque phrase devienne un paragraphe, et cetera, et cetera. Et je l'ai trouvée très bien parce qu'elle permet de structurer la pensée et ouais, c'est ce dont j'avais besoin. J'ai aussi un petit peu regardé la méthode de Save the Cat qui est beaucoup plus scénaristique par rapport au film, en fait, tout simplement, mais que je trouve intéressante à pouvoir replacer dans le contexte. Après, bien sûr, il ne faut pas utiliser une méthode à la lettre. C'est une méthode, c'est un chemin qui est tracé, il est intéressant, il mène vers la bonne direction, mais si on dévie un peu de temps en temps, c'est pas bien grave. C'est parce qu'après, on aurait tous les mêmes romans et ce serait beaucoup moins intéressant aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur de dévier un peu de la méthode selon son style de roman. Mais les méthodes sont importantes parce qu'elles tracent la voie malgré tout. Mmh.
Donc, une fois que j'ai commencé à faire ça, donc à avoir mes idées un petit peu partout, je fais tout ce qui est mes fiches. Et mes fiches, j'en ai pour le coup, sans te mentir, une bonne cinquantaine. Parce que D'accord. j'ai 36 personnages principaux. Ok. C'est pas mal. Et C'est très pas mal. ouais. Et en tout, j'ai une bonne centaine de personnages rien que dans le premier roman. D'accord. Ok. Donc, j'ai besoin de les maîtriser un peu, de savoir comment ils sont, qui ils sont, sinon je m'embrouille, clairement. Hmm. Et, et donc, du coup, j'ai un tableau avec la liste de tous mes personnages, et à chaque fois, leur nom, prénom, âge, caractéristiques principales, personnalité principale, à quoi ils servent dans le roman, sinon je me perds. Je fais des fiches monde, des fiches sur mes langues aussi, parce que une partie de mon roman est de temps en temps écrite en latin, parce que Mhm. j'utilise beaucoup le latin, et je ne parle pas latin, donc c'est un peu compliqué. Je fais des cartes aussi. Je me base sur des cartes réelles, mais en même temps, je les retravaille pour pouvoir en faire ce que je veux. J'ai fait des fiches sur chacune de mes grosses villes. J'ai des fiches d'histoire avec une chronologie complète de mon monde, enfin de ce qui s'est passé depuis actuellement, en fait. C'est comme si on partait de la 2020 vers ce qui s'est passé dans mon roman. Hmm. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai toutes des fiches sur les armes à feu, les armes blanches, comment se battre et tout ça. D'ailleurs, je l'avais mis en lien dans une de mes vidéos parce que Ouais. je trouvais ça intéressant pour ceux qui les utilisent, parce que dès que tu écris un peu de fantasy ou même d'espionnage, de thriller, il faut savoir comment tu t'armes, comment Ouais. recharger un pistolet, quelles sont les bonnes manières de tenir une épée, ce genre de choses. Et on ne les sait pas, nous. Et pourtant, Ouais, il non, faut être à peu près précis. c'est ça. C'est ce qui rend l'action réaliste finalement. Ouais, c'est ça. Et j'ai des fiches complètes aussi sur mes inventions, sur j'ai des dessins aussi, parce que j'ai dessiné les choses que je crée, je les dessine un petit peu aussi pour en avoir un meilleur visuel. Mhm. Bref, j'ai un dossier assez complet et assez Ouais. lourd quand même pour mon roman, mais je trouve ça très utile. Et aussi, j'ai fait le tour enfin, mon histoire se passe à Varsovie. J'ai fait le tour de Varsovie pendant 3 heures sur Google Maps en mode view pour pouvoir prendre des screenshots des endroits que j'utilise, C'est bien, c'est moins cher par qu'un billet exemple. d'avion. En ce moment, on ne peut pas trop se déplacer, donc on fait ce qu'on peut. Est-ce que ça t'a donné envie d'y aller pour voir les rues que tu as pu imaginer et visualiser dans ton roman? Oui, je pense que ce serait juste de la pure curiosité d'auteur, Ouais. parce que la Pologne bizarrement, n'est pas un pays qui m'attire en tant que voyageuse, mais je savais que mon roman se passait là. C'était obligatoire Ouais. non, effectivement, j'aimerais bien me balader dans les endroits que j'ai imaginés pour prendre des notes et pouvoir réaménager, parce que c'est vrai que je me suis même baladée dans des monuments, dans des centres commerciaux, et c'est amusant, mais je peux pas aller partout où je veux dans Google View, donc ça me frustre. Il y a des endroits qui sont bloqués? Bah, tu peux seulement aller là où la caméra est passée. Ah bah oui, donc les rues ou les Donc non, monuments. j'ai pu entrer dans des centres commerciaux et passer dans les étages. Donc ça dépend en fait où la caméra est passée. Mais par exemple, dans un centre commercial, elle est passée dans quelques boutiques, dans les allées principales, dans plusieurs étages. Mais les petites allées qui m'intéressent, elle n'est pas allée là-dedans. Hmm. Ou je ne peux pas aller me balader jusqu'à la porte qui mène vers les parkings, par exemple, ce genre Ok, de ok. choses. D'accord. Non, c'est complet. Oui, oui. Parce que je t'avoue que moi, que je l'ai déjà fait pour mon roman aussi, et c'est sur des grands axes globalement, quoi. Donc, mais ok, je savais pas que c'était aussi précis en fait. Je crois que ça dépend des villes. Oui, c'est Mais ça. quand tu te balades dans une capitale, potentiellement, c'est assez précis. Hmm. Et surtout si tu vises, par exemple, des gros monuments ou des endroits Oui, plutôt connus, là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de chances que la caméra soit passée à l'intérieur. Donc, hmm. il faut regarder, il faut être curieux. Et si vous écrivez un roman qui se passe dans un endroit réel, n'hésitez pas à vous rendre sur place, parce que c'est toujours intéressant de se rendre compte qu'à tel endroit, il y a un panneau où ça c'est marqué et que, par exemple, ça peut servir pour vous améliorer vos descriptions. Je sais pas. Clairement. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Par exemple, je sais pas, un endroit peut y avoir 2 portes, pas 3, ou je sais pas. Enfin, des détails quoi, qu'on n'aurait pas pu savoir si on n'était pas allé. Ok. Ouais. Ça fait beaucoup de fiches tout ça. Oui. Tu dois avoir un gros dossier du coup. Ça, c'est trop bien. Mais- Ça demande énormément de dédication et de boulot, ça, en fait. Tu vois. ouais. Et et t'avais pas fait ça pour tes autres projets de romans? Non, Non. pas du tout.
vraiment. J'avais que et en plus, j'ai eu une période où mon ordinateur m'a lâché, donc souvent j'avais juste mon carnet et je notais, j'écrivais mes romans dedans ou du coup sur mon ordinateur quand je l'avais. Donc non, pour les autres, j'ai fait ouais, je faisais zéro recherche, j'écrivais tel quel comme ça. D'accord. Et pour pouvoir créer un univers aussi riche, est-ce que tu t'es basé exclusivement sur ton imagination ou est-ce que tu as, en plus de ton imagination, des inspirations, comme des bouquins, des livres, des séries, des peintures, autre chose? J'ai des inspirations sur les mythologies. Genre, par exemple, j'ai beaucoup regardé la mythologie slave, du coup, vu Mmh que je suis, en Pologne. mh. J'aime bien aussi, regarder les mythologies grecques et romaines parce que je trouve que les histoires qu'elles racontent sont complètes et sont intéressantes et sont toujours d'actualité d'une manière ou d'une autre parce Mmh. que c'est l'histoire de l'humanité. Ouais. Et sinon, non, pas vraiment. Non, pas vraiment. À chaque fois que je lis un bon livre de science-fiction, ça me donne envie d'écrire et ça rajoute une idée potentielle, mais je dirais pas que je m'en suis inspirée non plus. Mmh. Pour l'instant, les romans qui me servent le plus actuellement, ce sont les livres sur les stratégies militaires que je suis en train de lire, donc bon. Ah OK. C'est des livres de stratégie militaire contemporaine ou historique? Non, il y a un livre de stratégie, je crois, qui a été écrit par un général pour un prince, italien pour pouvoir vaincre l'empereur Napoléon et OK. l'autre, c'est un livre de stratégie très connu, je crois que son nom, je sais pas si je le prononce bien, mais c'est Sun Tzu. Lao Il a dit Lao une Tse phrase Lao célèbre. Tse, c'est l'art de la guerre? Ouais. Il a OK. dit une phrase très célèbre, c'est: «Connais ton ennemi et connais-toi toi-même et jamais tu ne connaîtras la défaite». Ça Ouais. vient de ce roman et Ouais. je suis en train de m'amuser à apprendre à jouer aux échecs aussi pour m'aider à améliorer mes stratégies. C'est cool. Bah, en même temps, ça sert, parce que beaucoup de stratégies militaires sont basées sur les stratégies d'échecs. Ouais. Non, mais je m'amuse en ce moment, pour le coup. Je fais ça toutes mes soirées après l'écriture, entre minuit et 1 heure du matin, donc OK. Bah, ouais, au moins tu vois, ça te permet d'avoir au-delà pour ton bouquin, c'est une grosse culture générale au final, tu vois? ouais. Mais je pense que quand on est auteur, plus la culture générale est large, plus on connaît de choses, plus on peut les utiliser dans son roman et pas forcément faire des références, mais des clins d'œil qui sont super Mmh. intéressants. Et puis c'est super inspirant parce que quand tu connais, l'histoire de ton pays ou l'histoire d'une culture ou d'une mythologie, je trouve que ça t'apporte beaucoup et que ça apporte énormément de choses à ton écriture et à ta manière de voir les choses. Donc je pense que pour être auteur, il ne faut pas juste se confiner dans un coin et écrire son roman en ayant totalement toutes les portes fermées. Mmh. Je pense qu'il faut s'ouvrir à la culture parce que la culture apporte énormément de choses et de concepts et peuvent aider à écrire un roman. Ouais. Ouais, c'est super intéressant, ouais. Oui, oui. Et puis, toutes les notions de mythologie, de légende ou de tradition culturelle, bah, en fait, elles ont toutes énormément de points communs et elles sont basées sur des valeurs humanistes et humaines, qui sont communes à plein de sociétés différentes. Du coup, saisir l'essence des mythologies grecques, romaines ou d'autres, sociétés, ça permet complètement de comprendre plein d'aspects de fonctionnement de l'homme, en fait. Bien sûr. Et saisir ça, bah, en fait, c'est trop bien quand tu es écrivain de comprendre l'homme parce qu'on écrit en fait a priori, on n'écrit pas sur des bouts de bois, du coup, bah, c'est des vrais gens qui font des choses, quoi. Et savoir un peu l'essence, enfin saisir un peu les notions d'essence humaine, bah, c'est trop bien pour pouvoir écrire un bouquin qui parle, quoi, qui parle aux gens. Mais oui, parce qu'en fait, on écrit rarement sur des personnages parfaits. Mmh. Je crois même que ce serait très inintéressant et on appelle ça Ouais. les marissous, les personnages parfaits. Oui, c'est C'est ça. Oui, ouais c'est ça. C'est inintéressant. et c'est inintéressant alors qu'un personnage qui a des faiblesses, qui a des défauts, qui a des peurs, bah, déjà en tant que lecteur, tu t'accroches à lui parce que tu le comprends et puis surtout ça apporte énormément de choses à l'histoire parce que ça Mmh. va le gêner dans ses progressions, ça va le remettre en cause, ça va lui faire faire des erreurs et toutes ces choses, toutes ces faiblesses, toutes ces peurs, elles sont retranscrites dans notre histoire et dans les mythologies. Clairement. Et pour le coup, les mythologies grecques et romaines retranscrivent parfaitement ça parce que elles étaient des histoires qu'on se racontait entre nous pour expliquer comment l'homme était. Mmh. Et, et pour le coup, c'est intéressant de les comprendre parce qu'on comprend l'homme par le passage et donc on comprend ses personnages et on Clairement. se rend compte que, par exemple, je sais rien, mais que même si tu es un soldat surentraîné, que ton personnage est un soldat surentraîné, le fait de tuer quelqu'un pour la première fois, il peut pas être indifférent. Mmh. Et forcément, il va ressentir des choses.
Et donc le faire par exemple, en tant qu'auteur, tu te dis: «Bah, j'ai pas besoin qu'il ressente des choses, en passons à autre chose». Bah, tu te coupes d'une énorme partie de cette psychologie de ton personnage qui le rend réel, tout Bah oui, simplement. c'est ça, c'est ça. T'as tout, enfin, c'est exactement ça, quoi. Et saisir cette notion, c'est ce qui fait que c'est encore plus parlant pour ton lecteur. Et c'est Mmh. ce qui permet l'identification, je pense, en plus. Oui, je pense aussi. Mmh. C'est souvent les personnages les plus imparfaits qu'on aime le plus. Ouais, c'est ça. On va pas aimer le général trop stylé qui gère tout ce qu'il fait et tout. Bah, en fait, oui, il est inaccessible, en fait. C'est le syndrome du Superman, quoi. Et en fait, Bah, de toute façon, regarde dans Game of Thrones, l'un des personnages les principaux les plus aimés, c'est Tyrion. bah oui, bah oui, oui. Et lui, il Et a que Tyrion, des il est galères, bourré hein. de défauts Bah, c'est ça. et pour Mmh. et pourtant on l'adore. Bah oui, tout le monde l'aime bien et c'est pas pour rien, quoi. Alors, ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. D'accord. Grec et romaine. Il doit y avoir des légendes slaves très intéressantes. Je connais pas très bien la culture slave. Euh, C'est vraiment intéressant pour le coup ouais. et moi, ça m'a permis de développer des idées pour mes prochains tomes parce que mes prochains tomes vont beaucoup se centrer aussi là-dessus. C'est amusant quand même de mélanger le transhumanisme et les mythologies slaves, mais bon, pourquoi pas Mais c'est trop et bien. C'est et trop bien. heu et ça m'a donné des idées de concepts parce que en fait, les mythologies sont tellement riches avec tellement de dieux, de légendes, de contes, d'histoires pour faire peur aux enfants que toi, tu trouves une histoire qui t'intéresse, tu te dis: «Ah, c'est sympa ça, comment est-ce que je Ouais. pourrais le revisiter pour en faire quelque chose de moderne?» Mhm. Bah, les Percy Jackson, les héros de l'Olympe, ils ont totalement compris ça pour le coup. Oui, clairement. Oui, c'est ça, hein. C'est complètement adapter des mythologies au monde contemporain, quoi. Ouais, Et c'est trouver ça. un équilibre entre les deux. C'est balèze. Et ça marche plutôt bien. J'ai pas lu, moi j'ai vu les films. Euh, bon, ça n'a pas marché, Les mais en tout films cas, correspondent pas très bien aux livres. il paraît. Ben, c'est pour ça que ça n'a pas marché, quoi. Mais Non, mais pour le coup, les livres sont en plus très drôles à lire parce que la plume de l'auteur est juste ah oui, excellente. Ouais. bon, j'ai pas eu l'occasion de les lire. Enfin, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas cherché à les lire, quoi. Mais il paraît que j'entends que des bons échos de la part de ceux qui les ont lus, en tout cas. En plus, tu apprends plein de choses parce que, bah, il a quoi? Attends, je compte parce que je les ai devant moi. Un texte sur la mythologie grecque et romaine, 4, 10, 13. Il y en a beaucoup, plus de 5 autres. Il y a au moins une vingtaine de livres, une petite vingtaine. De Percy Donc ça veut dire Jackson? que pour pas te répéter, enfin de Percy Jackson, Héros de l'Olympe et les travaux d'Apollo. En Ah tout, d'accord, il y a plusieurs plus personnages, là. les Percy Jackson et les dieux. Oui, mais tout ça, ça traite quand même, malgré Ouais, tout, de la mythologie gréco-romaine. oui, oui. Au départ plus grecque, et après aussi romaine. Et en fait, pour pas te répéter, tu es obligé de fouiller quand même Ah bah, ouais, dans ouais, les ouais. mythologies. Faut rentrer dans le détail, quoi. Ouais, et c'est là où toi, en tant que lecteur, même si c'est revisité et que c'est un peu plus drôle et que il y a une certaine caricature parfois un peu des monstres, bah, tu apprends quand même des choses parce que ils sont tellement obligés de fouiller qu'il est tellement obligé de fouiller l'auteur pour pas se répéter qu'il développe des idées de la mythologie dont personne ne parle. C'est ça. Ouais, c'est trop bien. En tout cas, c'est super original comme angle, mythologie slave et transhumanisme. C'est génial. En tout cas, je crois l'avoir lu nulle part. Enfin, non, je sais que je l'ai lu nulle part. De toute façon, le seul livre que j'ai lu qui traite de mythologie slave, c'est Le Sorceleur, comme plein de gens. Ouais. C'est le seul livre que j'ai lu qui parle de ça. Donc, mes connaissances en mythologie slave sont comme ça, très très petites, quoi. Oh, mais moi aussi, hein, je suis encore en train de les découvrir. Et pour le coup, je les utilise pas du tout comme le sorceleur parce que on reste quand même dans de la science-fiction. Hmm. Et c'est plus une manière de raconter les choses et qui est liée à ça. Mais le Hmm. sorceleur, effectivement, c'est le seul roman et la seule série connue à en parler. Et pourtant, c'est Hmm. une mythologie très complète et très intéressante. Ouais, j'imagine. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être trop bien. D'accord. Donc là, ok, merci de nous avoir expliqué ta méthodologie, c'est génial, trop complète et tout. Ok, donc là, tu es dans la réécriture. Et si tout se passe bien, t'aimerais bien que ce soit fini, tu as dit en juin, mais juin, tu parles de réécriture, le point final, ou tu te laisses une petite Euh, marge? non, en juin, j'aurai fini ma propre réécriture Mhm. et début juin, j'envoie au bêta lecteur. D'accord, Enfin, ok, mes d'accord. bêta lecteurs plutôt. Ah oui, Et donc, ok. j'aimerais enfin, je pense que ça, mon livre peut se lire en un mois. Mhm.
ça reste, après elles verront le temps qu'elles ont, hein, malheureusement, moi je ne pourrais pas contrôler ça. Ouais. Et après, une fois qu'elles me l'auront remis, j'espère qu'il n'y aura pas trop de corrections, mais il y en aura sûrement quand même, donc peut-être encore un dernier mois de correction. Donc Mmh. ça nous amène sûrement mi-août ou peut-être, début septembre, quelque chose dans le genre. Et après c'est l'aventure vers l'édition. D'accord, et en parlant d'édition, qu'est-ce que tu as choisi comme, la fameuse question, tu vois? Est-ce que tu vas plutôt choisir l'auto-édition ou les maisons d'édition ou tu ne sais pas encore ou les 2? Je pense que les 2 ont des avantages et des inconvénients Ouais, qui sont totalement différents les uns des autres. Mais après, par rapport à mon mode de vie, j'ai pas le temps de faire l'auto-édition. d'accord. On va le dire comme ça parce que l'auto-édition, c'est énormément de temps à investir. C'est l'un des gros défauts, c'est qu'effectivement, tu fais tout, tout seul. Moi particulièrement, je cherche pas forcément à gérer, toute la partie éditoriale de mon roman. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc je vais tenter la maison d'édition parce qu'aussi j'ai un rêve d'enfant qui aimerait voir ses livres en librairie et c'est quelque chose, dont j'ai toujours, rêvé. Une partie de moi aimerait pouvoir me balader dans un furet du Nord et tomber sur mon roman. C'est c'est quelque chose que je pense que si ça arrive un jour, je m'assois dans le furet du Nord et je pleure toute seule. Ouais, 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 ouais. Et mais par contre, je me dis que si ça marche pas dans l'édition traditionnelle pour une raison ou pour une autre, j'aurais quand même envie de faire lire cette saga parce que j'ai passé tellement d'années de ma vie et que les gens sont tellement enthousiastes quand j'en parle avec eux que ce serait dommage que ça reste dans un placard. Bien sûr. Donc je trouverais un moyen de faire de l'auto-édition quand même pour que ce soit lu. Mais c'est pas vers ça que je me dirige le plus parce que bah, je suis étudiante et j'aimerais travailler quand même dans le marketing et Mmh. avoir un métier aussi dans le marketing. Et l'auto-édition, ça demande énormément de temps. Ça demande beaucoup de temps. Donc pour l'instant, ton bouquin, c'est un pur plaisir, bon déjà d'accord, mais c'est pas un tu n'as pas de projet de vivre de ton écriture pour l'instant? J'aimerais bien, Ouais. ce serait parfait, pourquoi pas. Mmh Mais mh. tu vois, quand j'ai commencé à écrire à 10 ans, j'ai dit à mes parents: «Je veux être écrivaine» Ouais. et mes parents m'ont dit: «Super, mais fais des études quand même et trouve un job qui, quoi qu'il arrive, te permettra de vivre». Ouais. Parce qu'on va pas se mentir, être auteur, déjà, c'est compliqué d'être publié, c'est d'autant plus compliqué d'arriver à vendre et Mmh. même quand tu vends bien, tu gagnes pas forcément bien ta vie. Mmh. Il y a énormément de combats qui se font là-dessus. Je pense notamment avec Samantha Bailey, la Ligue des auteurs professionnels. Ouais. Il y avait une grosse avancée avec le rapport Racine en début d'année. Moi, je suis ça avec attention parce que je me dis que potentiellement, un jour, ce sera peut-être mon Ouais, avenir bien sûr. et je trouve ça très intéressant. Et donc, j'aime le marketing et j'aime mes études. Mmh mh. Et je sais que ça ne me dérangerait pas de travailler dans ça durant ma vie. Mais si par bonheur, j'arrive à vivre de ma plume entièrement, alors bien sûr, je signe et il y a pas de souci. Je suis là aussi pour ça et je vais tout faire pour vivre de ma plume et c'est pour ça que je fais des horaires pas possibles en ce moment Ouais, pour gagner du temps, tant que je suis pas en train de travailler et tant que je ouais. suis pas dans mes études, pour gagner le plus de temps possible et avancer le plus loin possible. Mais je compte pas que là-dessus. On va dire ça comme ça. OK. Je suis peut-être trop prudente pour ça, mais j'ai besoin d'avoir, mes 2 possibilités. Mmh mh. Je sais pas si c'est de la prudence, enfin, je sais pas si c'est être trop prudent, je pense que c'est une précaution, réaliste finalement, tu vois? Ouais. Parce que c'est vraiment très compliqué d'en vivre et puis même les auteurs publiés, comme tu dis, c'est compliqué parce que en fait, tu as pas forcément un salaire, quoi. Si tu vends Bah, 2 déjà, exemplaires, il me semble vas-y? que tu es payé qu'une fois par an déjà. Heu, Ça dépend des maisons Ça d'édition et des dépend des contrats. maisons d'édition, mais en tout cas, c'est pas tous les mois, ça c'est sûr. C'est pas tous les mois, c'est pas un salaire qui tombe Mmh. aussi souvent que quand tu es salarié un salarié lambda ou que Mmh mh. même quand tu es indépendant et ça doit être compliqué et j'ai plein d'envies, j'ai envie de voyager, ce genre de choses et je sais que l'argent ne fait pas le bonheur, Mmh mh. mais que c'est toujours bien d'avoir une situation où tu peux écrire sans être stressé, Ouais. de savoir que seule ton écriture te fait rentrer du revenu et que ce Mmh. revenu est totalement incertain. Tu Mmh vois mh. ce que je veux dire? J'ai Bien sûr. besoin de savoir que, quoi qu'il arrive, je peux écrire l'esprit tranquille. Ouais. Ouais, ouais.
Oui, mais ça me paraît très logique. Tu vois. Je ne trouve pas ça trop prudent. Je trouve ça nécessaire, en fait, d'avoir conscience des réalités d'un secteur dans lequel tu te rentres, quoi, je trouve. Ouais. Bon, d'accord. Donc, ce serait, a priori, si tout se passe bien, fini début septembre, quoi. Ce serait super. J'espère avant, potentiellement, Ouais. si je me dépêche, pourquoi pas avant? Pourquoi pas même mi-juillet, si mes bêta-lectrices dévorent mon roman et qu'il n'y a pas trop de corrections. Ça va dépendre beaucoup d'elles aussi. Ouais. Donc, ouais, j'espère le plus tôt possible et après en route pour l'édition. Enfin, croisant les doigts. J'avais parlé la semaine dernière avec Thomas Cherel Mhm. euh, De son projet l'intérêt. d'auteur indépendant? Alors, on a parlé de ça, mais on a aussi parlé de l'intérêt des bêta-lecteurs. Ah, Et du coup, on a discuté un petit peu de. Il y a plusieurs points de vue, parce qu'il y a des gens qui pensent que, et je discute avec quelques personnes sur Instagram, qui me disent, bah, en fait, moi, les bêta-lecteurs, ils me servent globalement, enfin, ils me servent. Ils soulignent les coquilles et à la rigueur, les incohérences, mais de narration, pas d'histoire. Et du coup, qu'ils ne tiennent pas compte, ou alors ne demandent pas à leurs bêta-lecteurs de, de faire attention, en fait, à l'articulation des événements. Tu vois. mhm. Est-ce que toi, tu peux nous parler de ce que tu attends de tes bêta-lecteurs? Ou est-ce que c'est trop intime? Non, c'est pas trop intime parce que je sais qu'elles attendent la même chose de moi. Mhm. Donc, je pense que des deux côtés, enfin, bon, ma sœur c'est très différent, mais que ce soit avec Justine ou May, que ce soit moi qui vais recevoir le roman ou elles qui vont recevoir les miens, on attend d'être les lectrices les plus critiques possibles Ok. sur tous les points. Que ce soit effectivement ligne par ligne ou sur la narration complète ou sur un problème dans l'histoire. Et c'est vrai que ça va peut-être nous demander chacune beaucoup de temps de le faire, mais ça va être un cadeau qu'on se fera à mon avis à chacune parce que Hmm. avoir un avis aussi critique et parfois souligner les points essentiels, même dans l'articulation de l'histoire qui peuvent améliorer le roman, oui, ça va être important. Je pense qu'on attend chacune le meilleur de l'autre au Ok. niveau de la correction. Donc effectivement, moi, ça ne me gênerait pas du tout si elle me disait: «OK, il y a un problème dans cette articulation-là, ça ne devrait pas aller là, ça devrait être supprimé, ça ne va pas du tout» et pas juste me dire: «Là, tu as une faute à ce chapitre-là». Tu vois ce Oui, que je veux dire? je vois très bien. Ok. Merci. De rien. Ok. Non, parce que c'était intéressant, parce que j'avais jamais vu, enfin, j'avais jamais vu. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'avais jamais été confronté à différentes façons de considérer la bêta lecture. C'est Parce que vrai, moi, mais tu y avais jamais pensé non plus. moi non plus. Et récemment, il y a une auteure qui m'a demandé d'être son bêta lecteur, j'ai accepté. Et donc, j'ai commencé à me poser ces questions. Donc, ne l'ayant jamais fait par le passé, donc j'étais vierge de ça, quoi. Je savais pas à quoi m'attendre même. Je savais même pas comment lire, ni ce qu'il fallait lire. Voilà, donc je me suis posé la question et il s'avérait qu'on a parlé la semaine dernière avec Thomas. Donc, j'étais curieux de savoir ce que tu en pensais aussi. Merci beaucoup d'y avoir répondu, c'est cool. Pas de souci. Ok, donc, d'accord. Et j'ai vu. Je sais que tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur Instagram, YouTube notamment, et que là, tu as lancé ton podcast. Ouais, Là, et il est ton sorti ce premier matin. épisode. Ouais, c'est ça, t'as ton premier épisode qui est sorti. Qu'est-ce qui t'a motivé ou qui t'a encouragé ou poussé ou invité à te lancer sur les réseaux sociaux pour parler de ton bouquin, de ton projet, entre autres, parce que je sais pas que ça. Je dirais une chose, c'est, les gens ont toujours été curieux de mon écriture, autour de moi. Tu vois, dans mon cercle d'amis, de famille ou même Mhm. les gens dans mon école, ça a toujours été une curiosité très bienveillante. Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui je pouvais vraiment parler d'écriture. Peut-être mis à part ma sœur avec qui j'en parle, Mhm. mais sinon, c'est compliqué. C'est une passion qui est plutôt solitaire parce qu'on trouve, rarement des passionnés en bas de sa porte, Mhm. j'ai envie de dire. Et j'en ai discuté avec pas mal d'abonnés qui m'ont remercié parce qu'ils ont l'impression de pouvoir parler de leur passion avec quelqu'un. Et c'était un petit peu ça, je pense, le but au départ. C'était de me dire, OK, ça fait, euh, ça fait 10 ans que cette passion m'anime Mhm. et j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je ne peux pas en parler. Ouais. Et, euh, et le fait de pouvoir commencer les réseaux sociaux, ça a été ma manière de pouvoir discuter avec des amis d'écriture, Mhm. tout simplement.
parce que c'est quelque chose que je pouvais pas trop faire autour de moi, même avec des amis bienveillants, mais à l'écoute, qui malgré tout ont leurs limites parce qu'ils ne connaissent pas bien, cette passion tout simplement et ils ont beau être présents, je peux pas vraiment échanger avec eux. Tu Ouais, vois ce c'est que ça. je veux dire? Ouais, bien sûr. Et Ouais. ouais, j'ai commencé en me disant: «OK, tu pas une auteure publiée». À l'époque, j'avais même pas fini mon roman, mais tu as vécu des choses, tu as trouvé tes manières de faire, potentiellement, tu vas faire gagner du temps à des gens Mmh. et ça, c'est important parce que moi, j'en ai perdu énormément et je suis en retard par rapport à moi-même, j'ai envie de dire et peut-être que je peux permettre aux gens d'arriver à l'heure et de se rendre compte plus rapidement que moi, quelles sont les choses à pas faire. Je sais pas, c'est peut-être une manière d'aider la personne que j'étais à 12 ans et qui avait pas les réseaux sociaux. Mmh. Je sais pas, peut-être. C'est sympa, mais en même temps, c'est vrai que énormément de personnes sont très volontaires pour parler de leur passion d'écriture sur les réseaux. Bon, je parle principalement d'Instagram parce que c'est plus facile d'échanger dessus. Oui. Mais c'est vrai que nos copains, nos copines, notre famille, bah, ils vont peut-être être enthousiastes à l'idée qu'on écrive un bouquin ou qu'on leur raconte un résumé du coup. Mais Mmh. pas le fait qu'on en parle toute la journée ou qu'on Oui, on en parle pendant des heures en tout cas. Vraiment, là, il n'y a plus personne et les mecs, ils s'endorment en face, quoi. c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, ça se comprend parce que c'est pas la passion de tout le monde. Donc, en fait, ils sont enthousiastes par le fait que toi, tu sois motivé par quelque chose, C'est mais ça. ils veulent pas non plus que tu en parles pendant des jours, quoi. Ça veut pas dire qu'ils s'en foutent. C'est juste que C'est pas leur truc, c'est tout pas leur truc, simplement quoi. Donc, bon, et on du coup, peut c'est. pas leur en vouloir, Non. Ah chacun oui, ses oui. passions, chacun ses hobbies. Non, mais Mais c'est c'est vrai clair. que c'est sympa de pouvoir en discuter malgré tout. C'est clair. C'est clair. Ouais. Et donc, là, tu as ton podcast, premier épisode lancé aujourd'hui. Ouais, 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 je sais pas, ça en fait, au départ, j'avais pas prévu de me lancer dans le podcast Ouais. et j'ai commencé à recevoir plein de messages me disant de le faire parce que les gens aimaient bien ma voix. Ok. Ça a démarré par ça. Je trouvais ça très mignon. Mhm. Sachant que ça fait plus d'un an déjà, enfin non, ça va faire, depuis septembre, plus d'un an. Ça fait depuis septembre que je suis présidente d'une association de radio. Là, je viens de léguer pour le prochain mandat et Ouais. donc j'avais une émission hebdomadaire avec mon équipe où j'avais ma propre chronique et c'est vrai que la radiophonie, le podcast, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, j'en ai fait durant toute l'année, donc pour le coup, pourquoi pas? Mais j'avais pas prévu de le faire avec l'écriture parce que je me suis dit: «Mais je vais parler de quoi?» Je parle déjà de plein de trucs déjà dans mes posts Instagram et dans mes vidéos YouTube, de quoi je veux bien pouvoir parler en podcast en plus. Et il se trouve que j'ai trouvé des sujets qui sont trop personnels pour être, enfin trop personnels, plus intimistes, j'ai envie de dire, et qui n'ont pas leur place sur YouTube Mhm. et que parfois j'évoque rapidement en post, Instagram. Ouais. Mais le post Instagram, c'est assez court et ça permet pas vraiment d'échanger 10 minutes sur un sujet, 20 minutes, 30 minutes. Non. Et c'est vrai que le podcast, c'est un beau moyen et puisque les gens en voulaient encore et souhaitaient que j'en crée, je me suis dit: «OK, il y a une demande, j'ai possiblement une offre à leur faire. J'espère que ça va trouver son public simplement». C'est trop bien. C'est signe que les gens sont suffisamment à l'aise pour te demander ce genre de choses. C'est cool. Ouais, Et pour en c'est vouloir assez plus. sympa. Ouais, d'autant plus que sur tes posts Instagram, c'est très souvent une invitation à la réflexion personnelle, ou en tout cas de ton point de vue, mais du coup en discuter avec d'autres gens, sur l'écriture. C'est Mmh. pas juste des. Non pas que ce soit une mauvaise chose, mais en tout cas, c'est pas que des méthodologies à suivre ou des conseils à appliquer. C'est une Non, invitation à la réflexion, à la discussion sur l'écriture. Et je pense que c'est ce qui invite les gens à vouloir, entre autres, au-delà de la voix, d'avoir un podcast, quoi. Parce que du coup, c'est non seulement des idées qu'ils aiment et une réflexion intéressante avec, du coup, bah, toi qui incarne ça, quoi. ouais, c'est ça. C'est flatteur. Je Ouais, je trouvais ça sympa et puis je me dis qu'effectivement, la méthodologie, effectivement, j'en parle pas beaucoup sur Instagram. Mm. C'est plus, oui, je fais rentrer les gens dans mon quotidien et dans ma Ouais. tête plutôt que Mhm. Instagram sur les questions que je me pose. Par exemple, j'avais fait un post à un moment donné qui me tenait très à cœur sur le fait de: «Est-ce que j'ai le droit de dire que je m'appelle Margot Auteur?» parce que Ouais. j'ai pas été publiée et ça avait été un post qui avait fait beaucoup réagir, il me semble, parce que justement beaucoup se posaient la question de à partir de quel moment on peut être défini comme étant auteur
Et cette question, j'avais fait un post sur ça parce qu'elle me taraudait et par exemple, ma famille, elle me soutient et elle adore le fait que j'écrive Ouais. et elle espère pour moi que je vais réussir. Mais ils rigolent gentiment quand je dis que je m'appelle Margot Auteur parce qu'ils font: «Mais auteur de quoi?» Mmh. Et c'est pas méchant parce que Non, je c'est pas comprends tout méchant. à fait leur point de vue. Mmh. C'est simplement c'est une définition d'être et de dire: «OK, auteur, c'est quand tu as un roman publié» et C'est ils ont ça. raison. Mmh. Ils ont pas tort de tout dans leur réflexion et et pour autant, je me posais quand même la question: «Est-ce que j'ai le droit, moi qui suis pas une auteure publiée, de donner des conseils aux gens?» Mmh Tu mh. vois? Et il y a des fois, j'arrive pas à dormir parce que je me dis peut-être que j'ai trop de culot et que je devrais pas parce que, bah, c'est pas là ma place tout simplement. La fraude, De quoi? la fraude? Ouais, c'est un peu ça. C'est de Ouais. dire: «OK, est-ce que tu peux donner des conseils aux gens? Mmh Est-ce que mh. tu en as l'autorisation? Est-ce Mmh. que tu peux dire, que ton pseudo soit Margot Auteur alors que, bah, tu es pas une autrice?» Ouais, et ouais. Du coup, du coup, c'est au-delà d'une question de définition, que ça veut dire quoi être auteur, ça veut dire quoi être écrivain finalement. ouais, c'est ça. C'est, je pense, une question philosophique dans un sens. Est-ce qu'on se considère écrivain parce qu'on écrit? Et si on écrit, qu'est-ce qu'on écrit qui fait qu'on est écrivain? Parce que si j'écris je sais pas moi, un registre de comptabilité toute la journée à la main, personne fait ça, mais mettons. Est-ce que je suis écrivain? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas, je pense pas. Ouais. Est-ce que c'est raconter une histoire à travers ses écrits? Je ne sais pas. Pas Être vraiment, auteur, parce c'est qu'il la même chose. y a des thèses philosophiques ou il y a des thèses scientifiques. Ce sont bien des écrivains et pourtant c'est pas Bien vraiment une sûr. histoire qu'ils racontent. Bah ouais, bien sûr. Mais c'est intéressant du coup. La question de se positionner jusqu'à cette fameuse étape où on aura publié notre premier livre qui est du coup, dans un sens, socle une légitimité, tu vois. Mmh mh. Mais avant, parce que c'est-à-dire que, mettons, je sors mon livre lundi. Oh, bravo! C'est vrai, j'étais pas au courant. Mais admettons, je le sors lundi, mais est-ce que dimanche, je ne suis pas écrivain et je le deviens Non lundi? Alors qu'en fait, j'ai la même chose, c'est juste que c'est un état de fait. Mon livre est et sorti. surtout, par exemple, imaginons tu le sors lundi, mais ça fait 7 ans que tu le travailles. Ouais. Est-ce que pendant 7 ans où tu as travaillé ton roman, Mmh. tu n'es pas devenu auteur? Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. C'est compliqué comme définition à poser. Je pense qu'elle est très personnelle cette Mmh. définition et d'ailleurs Exactement. dans ce post-là, beaucoup de gens m'avaient dit: «Moi j'arrive pas à me considérer comme auteur et Mmh. pourtant j'écris tous les jours, mais Ouais. j'arrive pas» Mmh. et je ne pouvais pas leur dire: «Ah mais si, tu es un auteur». Non, Non, je on peut disais: pas. «OK, On peut pas. c'est comme tu veux». Ouais. En fait, je pense que autant on peut publier et ne pas se considérer comme écrivain. Je pense que c'est possible dans l'absolu, que c'est peut-être rare, mais que c'est possible, qu'on peut se considérer écrivain sans avoir publié. Mais que dans tous les cas, c'est je pense, une, un cheminement qui se fait, tu vois, je pense. Et que Oui, si on ne se sent pas écrivain, bah, en fait, c'est pas grave. Ça veut pas dire que tu n'écris pas ou que tu n'es pas censé écrire, quoi. En c'est fait, on s'en ça, fout. C'est un statut. Ça n'empêche pas le fait que tu écrives, tu vois, ouais. je Mais tu pense. vois, le bon exemple que j'ai, c'est chanteur. D'accord. Genre, OK, imaginons tu es un chanteur, mais pas de CD. Mais pour autant, tu chantes tous les jours, tu t'entraînes, tu essayes de faire des petites scènes dans ton village, tu es donc chanteur. Mhm. Mais tu n'as pas de CD, tu n'as Ouais. pas de label. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ah Bah, ouais, c'est à peu près carrément. la même chose. Est-ce qu'on peut les considérer comme des chanteurs ou comme nous, on peut nous considérer comme des auteurs? Ouais. C'est compliqué. En fait, je pense que cette question se pose pour les milieux artistiques et de créativité, de création. C'est-à-dire que, bon, je sais pas, moi, admettons, je fais de la maçonnerie, je répare des murs, etc. Là, je suis pas. Est-ce que je suis pas pour autant maçon? Je pense pas. Je sais pas en fait. Je sais pas si c'est la même définition. C'est compliqué Mmh, parce que il y a des gens qui dessinent, il y a des gens qui font de la peinture, qui font de la poésie, etc. Ben, ils sont pas pour autant poètes, peut-être. Ils sont pas pour autant peintres, peut-être. Officiellement, peut-être qu'ils ne vendent pas de création ou qu'ils font pas d'exposition. Il n'empêche qu'ils le font. Donc finalement, c'est juste en fait, c'est un statut professionnel, quoi. ouais, c'est ça. Je pense qu'on se base énormément sur le regard des autres ou en tout cas la perception qu'on en a, tu vois? Mhm. Et
Et ce regard des autres a besoin de te classer dans une case. C'est Parce ça. que c'est très rassurant pour le cerveau de classer les choses dans les cases. Mhm. C'est vraiment quelque chose que le cerveau adore. Ouais. Et pouvoir dire, écoute, j'écris tous les jours, mais en même temps, je fais de mon job de communication et en même temps, je suis étudiante et en même temps, j'ai lancé ce Ouais. truc-là et en même temps, j'ai décidé que je faisais du sport. Et là, les gens te disent, oh, attends, du coup, t'es quoi? Ouais, mais du coup, tu fais quoi? Voilà. Ouais, je fais tout ça. Du coup, t'es C'est quoi? ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, on ne peut pas résumer. Bon, c'est effectivement ce que tu dis, on ne peut pas plus vrai, c'est que le cerveau a besoin de cases pour lui se simplifier la vie, en fait. Mais l'humain est tellement complexe, on fait tellement de choses que, en fait, on peut pas nous mettre, pardon, j'ai bugué. On peut pas nous mettre dans une seule activité, quoi. C'est pas possible. On est beaucoup trop riche pour ça. Et du coup, l'image qu'on te renvoie, comme tu dis, ben, les gens ont besoin de savoir ce qu'ils vont devoir te renvoyer. Du coup, ben, la plupart du temps, on se contente de la profession. C'est ça. Du coup, ben, c'est-à-dire que, ah, d'accord, t'es architecte. Ben, ok, ben, t'es architecte, du coup. Tu vois, alors du coup, peu importe que tu fasses des super gâteaux à la crème chantilly, tu vois, bah, en fait, on s'en fout. T'es pas pâtissier, tu es architecte, on s'en fout du reste. C'est à Et peu près c'est ça. une grosse réduction du coup, mais c'est des éléments parce que par effet de miroir, c'est ce qui génère finalement le syndrome de l'imposteur, je pense, dans un Oui, je sens. pense que ça vient de là. Ouais. Et, et pour autant, par exemple, toi non plus, tu n'as pas publié, tu fais des Mhm. super vidéos conseils. Merci. Je pense aussi à May, qui Mm. pour autant, à chaque fois qu'elle fait une vidéo, elle passe des heures et des heures de recherche pour être Ouais. sûre et certaine de ne pas faire une erreur. Et je crois que tout est lié à ça. Par exemple, on m'a beaucoup demandé, là, je viens de sortir une vidéo sur la relecture, Mhm. de sortir dès la semaine prochaine ma vidéo sur la réécriture. Et j'ai dû expliquer que non, je ne le ferai pas, parce que moi, j'ai pas fini cette étape Bah oui. et que je veux l'avoir finie pour me sentir légitime à en parler. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Et c'est ça, en fait, c'est quand tu te sens pas légitime et que tu fais quand même les choses parce que, bah, je sais pas, tu t'es donné un coup de pied aux fesses et tu te dis: «Tant pis, je le fais et au pire, c'est pas grave, les gens, ils m'aiment pas et tant pis, ils passeront à autre chose». Bah, malgré tout, tu fais tout, mais vraiment tout pour être sûr que ton contenu soit irréprochable d'une manière ou d'une autre et te rassurer en disant: «OK, c'est vrai que je suis pas une auteure publiée, mais pour faire cette vidéo, j'ai passé 3 heures de recherche, 2 heures d'écriture, 5 heures de montage. J'ai fait en sorte de faire les bons titres, d'aller chercher des exemples pour qu'ils apparaissent sur les côtés, de mettre des documents gratuits en dessous pour être sûr que les gens puissent retrouver tout et faire les choses et pouvoir expliquer mon expérience parce que je viens de le terminer rapidement pour pouvoir en parler et l'avoir fait et être sûr que je dis pas des conneries». Ouais. C'est vraiment tout un système qui fait que quand tu as le syndrome de l'imposteur, tu as une pression. Une pression de dire: «Faut pas que je fasse d'erreur parce que ce serait pas juste Mhm. pour les gens qui me font confiance de faire une erreur». Ouais. Oui, c'est ça. Du coup, c'est de l'honnêteté en fait, dans un sens. Ouais, c'est dire, c'est OK, j'ai pas publié, mais je vais vous montrer toutes les choses les plus honnêtes possibles pour que vous compreniez que ce qu'on crée, c'est là pour aider Mhm. et que même si nous, on a un peu peur, on le fait quand même pour vous. Tu vois? C'est un peu ça, Ouais. j'imagine. Bah oui, oui, c'est ça. Et je pense que même en ayant fait 50, bah, si on est youtubeur de création, d'écriture de livres, même en ayant fait 50 vidéos, je pense que c'est quand même des choses auxquelles on pense, quoi. Je Ouais, suis persuadé. Et en fait, on ne veut pas dire n'importe quoi, parce que, je pense, en tout cas, je pense qu'on ne veut pas dire n'importe quoi pour être honnête et pas raconter de la merde, en fait, je c'est trouve. ça. Mm. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à tout ça. Et parce que c'est assez personnel comme réflexion, donc ça se trouve, on ne veut pas la partager ou pas, mais merci beaucoup d'avoir répondu, d'avoir pris ça. C'est assez intime, je trouve. Et d'accord, donc on en est là. Donc globalement, septembre, on est bon. Et est-ce que tu as des... ou avant, comme tu dis. Hein. Mais bon, si au plus tard, septembre, quoi. Oui, on va dire ça, t'inquiète pas de souci. Au plus tard, parce que c'est-à-dire que si c'est avant, c'est tant mieux. Oui, c'est sûr, ce serait bien. Ce serait tant mieux. Ok, j'espère que ça va bien se passer. Parce que c'est vraiment un gros boulot, la réécriture. Donc, Ouais, ouais. Ouais. mais ma relecture m'a bien aidée. La relecture?
Tu as passé du temps sur la relecture? Oui, parce qu'en plus j'étais en partiel, donc Ah ouais. mais je pense que ça m'a un peu ralenti, mais oui, j'ai repassé au moins, 3 ou 4 semaines, donc Mmh. C'est pas mal, ouais. D'accord. Et après ce bouquin-là, quand il sera publié tout beau, en format broché, trop stylé, est-ce que tu as des projets pour le futur du coup? Est-ce que tu as qu'est-ce qu'on va voir de Margot, plus tard? déjà, il L'année faut qui que arrive je du coup. fasse 4 tomes. Ouais, c'est pas Heu, mal. ouais, déjà, ce serait pas mal. Après, je sais pas, je dirais que pour l'instant, je fonctionne, sur ce délai de 4 tomes qui risque de me prendre encore, du temps Mmh. et j'essaie de pas trop réfléchir à d'autres idées d'histoire parce que de toute façon, je suis tellement concentrée sur la mienne que les choses viendront quand elles devront venir pour le reste. C'est pas bien grave si j'ai pas d'autres idées d'histoire pour le moment. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme futur de Margot Auteur? Je sais pas. Peut-être à un moment donné, je mettrai mon nom de famille. J'en sais rien. Parce que là, il se passe plein de trucs. Il y a ta chaîne YouTube, il y a ton compte Instagram, il y a ton podcast, il y a ton bouquin qui va sortir dans quelques mois. Ce serait Heu, bien. ça commence à faire pas mal de trucs. Ça, c'est cool. Ouais. Non, je pense que je créerai du contenu toujours. Je sais Mmh. pas du tout sur quelle forme parce que tu m'aurais dit il y a 2 mois que je lancerais aussi le podcast. Je t'aurais dit: «Non, je pense pas, ça va faire trop de boulot». Donc clairement, je sais pas du tout comment je vais m'adapter. Il y a aussi l'atelier des nouvelles que je fais avec Justine, qui va peut-être prendre une autre forme et on est D'accord. en train d'y travailler. On essaye de faire un gros projet sympa qui va nous prendre du temps, mais qui risque d'être très, très bien à l'arrivée. Donc malheureusement, je ne peux pas parler du tout ici. Mais non, je dirais qu'il y a plein de possibilités de création que je vais peut-être toutes les tester, Ouais. juste par curiosité et ouais, faire en sorte de toujours créer du contenu pour aider les gens, pour leur faire partager le fait d'écrire un roman et qu'eux aient l'impression de pouvoir discuter avec des amis Mmh. d'écriture. C'est trop bien, un beau projet. Ouais, Ouais. Bah, j'ai hâte de suivre ça. Ça va être ouais, trop ouais, bien. moi j'ai hâte de voir ça aussi. Ouais, tu m'étonnes. Tu dois être impatiente. Au moins pour la sortie du bouquin, ne serait-ce que ça, quoi. Ça Mon doit être Dieu, une grosse n'en m'en parle récompense, pas. ouais, c'est ça. Une grosse récompense de voir son bouquin fini, dans les mains, ça va être pas mal. J'imagine même pas. En plus, c'est un gros bébé le mien, donc Oui, c'est ça, j'ai vu, c'était 400 000 mots, c'est ça? Non, 400 168 pages. 000 mots. Oui, 400 Ouais. Mais pages, déjà, à peu près. là déjà, j'avais 411 pages. Tu vois, je suis au 7e chapitre de réécrit et je suis déjà passée en dessous de la barre des 400. Donc, je suis déjà à Ah, 380. tu ratisses déjà pas mal. Ouais, ouais, à mon avis, je vais réussir un peu à le diminuer quand même durant la réécriture. Pas trop parce que c'est pas trop possible, mais il va quand même s'alléger un petit peu. C'est un petit sacrifice, mais qui est nécessaire parfois. Oui, c'est ça. OK. Bah, en tout cas, merci beaucoup Margot. C'était un gros plaisir de parler avec toi, pendant cet entretien. C'était génial. Merci Merci beaucoup. beaucoup. C'était super sympa de parler de tout ça. J'ai trouvé ça intéressant. Et puis, tu as aussi des pensées qui sont super intéressantes sur tous ces sujets. Donc, c'est très intéressant. C'était un grand Je ne trouve plaisir. pas le mot intéressant. Ouais, c'est ça, mais au moins c'est un mot qui sert, tu vois? Ouais, Il sert bien, il est rentable. C'était un c'est grand tout. plaisir et puis, bah, peut-être qu'on en reparlera à la sortie du bouquin, si tu envie. Avec plaisir. Ouais, Ça trop arrive. bien. Grave. Bah, écoute, prends soin de toi. Je te souhaite de passer une bonne journée et Toi puis, bah, on aussi. a, Merci hâte à de tous ceux suivre tout qui nous ont ça. écoutés aussi.